Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, chaque deuxième ou troisième week-end de septembre se tiennent depuis 40 ans les Journées européennes du patrimoine. Leur objectif, nous ouvrir les portes de nombreux monuments, publics ou privés, sur l'ensemble du territoire. Il s'agit ainsi de nous permettre de découvrir, explorer et comprendre la richesse de notre patrimoine historique et culturel. Mais au fait, savez-vous de quand date cette politique officielle de préservation et de restauration de nos monuments? Et plus spécifiquement, connaissez-vous l'origine de ce qu'on appelle les monuments historiques? Alors, s'il nous paraît aujourd'hui important de sauvegarder et d'entretenir notre patrimoine historique et culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, cela n'a pourtant pas toujours été le cas et cette prise de conscience est même assez récente dans notre histoire. Savez-vous alors de quand date cette politique nationale de préservation et de restauration de nos monuments dits historiques? Tout d'abord, il convient de rappeler ce qu'on entend par monument historique. Selon la définition officielle du ministère de la Culture, un monument historique est, je cite, un immeuble, bâti ou non bâti, parc, jardin, grotte, ou un objet mobilier, meuble ou immeuble par destination, recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger pour son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique, afin qu'il soit conservé, restauré et mis en valeur. Alors une fois qu'on a pris conscience de ces termes juridiques, il faut savoir que tout commence à la Révolution française. En effet, avant cet épisode décisif de notre histoire, les édifices, les lieux et les œuvres qui constituent aujourd'hui notre patrimoine national appartenaient pour la plupart à la monarchie, à la noblesse ou au clergé qui les ont entretenus, conservés, parfois transformés ou même démolis et qui en avaient donc la charge. Il faut ainsi attendre la fin de la société d'Ancien Régime pour qu'apparaisse la notion de sauvegarde du patrimoine comme on l'entend aujourd'hui. Mais alors, que s'est-il passé pour qu'on en vienne à soulever cette question de la conservation du patrimoine? En réalité, c'est assez simple. Avec la Révolution et la nationalisation des biens et domaines du roi, de la noblesse et du clergé, la toute nouvelle République française s'est retrouvée avec un nombre impressionnant de lieux et d'objets à gérer. Châteaux, jardins, églises, abbayes, œuvres d'art, véhicules, ouvrages, matériel scientifique, etc. Alors on le sait, bien sûr, des sessions de vente aux enchères ont été organisées à cette époque et un certain nombre de bâtiments ont été réquisitionnés pour les besoins de l'administration du pays. Cependant, rapidement, on commence à se pencher sur l'avenir des édifices et des objets restants. Faut-il les préserver comme témoins de l'histoire, ou bien les détruire comme symbole des privilèges de l'Ancien Régime? Une destruction d'ailleurs qui a commencé en partie à cette époque, car souvenons-nous que nous sommes en plein trouble révolutionnaire. Les monuments existants alors, qu'ils soient administratifs, politiques, religieux ou historiques, font tous référence à cette société d'Ancien Régime dont le peuple veut faire table rase. Beaucoup sont donc détériorés, voire même détruits à cette époque. C'est pourquoi, le 13 octobre 1790, consciente que le patrimoine contribue à l'identité nationale et que le préserver devient une question d'intérêt général, l'Assemblée nationale constituante va créer la commission des monuments, cette commission des monuments qui doit décider des monuments et des œuvres à conserver parmi les biens royaux, nobles et cléricaux, nationalisés et inventoriés. Par la suite, en 1793, encouragée par l'abbé Grégoire qui dénonce le vandalisme de certains révolutionnaires, l'Assemblée vote un décret pour interdire la destruction des œuvres et des bâtiments dignes d'intérêt historique, artistique et scientifique. Un grand pas pour la sauvegarde du patrimoine. Le mouvement est donc enclenché, et sous le Premier Empire, on accélère le recensement des biens intéressants éparpillés sur tout le territoire national. Ainsi, une circulaire du 10 mai 1810, envoyée au préfet par le comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur, eh bien cette circulaire du 10 mai 1810 leur demande de répertorier, via un questionnaire précis, les châteaux, les abbayes, les tombeaux ou autres, je cite, ornements ou débris curieux qui se trouvent sur leur département, ainsi que le nom des propriétaires ou interlocuteurs à contacter. Mais en réalité, c'est beaucoup plus tard, en 1830, au début de la monarchie de Juillet, sur laquelle règne le roi des Français Louis-Philippe Ier d'Orléans, de juillet 1830 à février 1848, eh bien c'est au début de cette monarchie de Juillet que le ministre de l'Intérieur, François Guizot, crée le poste d'inspecteur général des monuments historiques. Son rôle est clair, établir l'importance historique et culturelle des monuments de France et veiller à leur conservation. Le premier à prendre ce poste sera Ludovic Vitet, suivi dès 1834 par le célèbre Prosper Mérimée, qui crée en 1837 la Commission des monuments historiques afin d'inventorier et de classer les sites et de répartir les fonds d'aide publique pour leur sauvegarde. Une liste des monuments en péril est alors établie en 1840, dont Notre-Dame qui sera confiée à Viollet-le-Duc en 1843, et en 1849, ce sont déjà plus de 3000 édifices qui sont ainsi classés. Cependant, aucune loi n'encadre encore la commission. Ainsi, les demandes de restauration sont peu, voire pas acceptées par les propriétaires ou les collectivités locales, et quand elles sont réalisées, les rénovations le sont sans que les recommandations initiales ne soient bien suivies.
En réalité, il va falloir attendre la Troisième République, qui sera en place entre 1870 et 1940, et la loi du 30 mars 1887 pour que l'État, via le ministère des Beaux-Arts, soit habilité à classer les monuments et à contraindre les personnes privées comme les collectivités à les entretenir et à les restaurer. La législation sur le sujet va peu à peu évoluer au cours des années suivantes, mais c'est la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qui va réellement améliorer, sécuriser et étendre le cadre des lois précédentes. Elle sera consolidée par la loi Malraux de 1962 qui renforce la législation et crée ce qu'on appelle les secteurs sauvegardés, ces zones urbaines qui, par leur caractère historique, esthétique ou justifiant la nécessité d'un travail de conservation, sont soumises à des règles bien précises et à des politiques d'entretien et de rénovation. Parmi les secteurs sauvegardés identifiés alors, la ville médiévale de Sarlat, en Dordogne, qui devient la première ville entièrement restaurée selon les recommandations des monuments historiques. Dans les décennies suivantes et jusqu'à aujourd'hui, les lois ou décrets favorisant et améliorant la sauvegarde du patrimoine ont été mis en place et améliorés. On pense ici notamment à la création du Code du patrimoine en février 2004, qui intègre la loi de 1913 et qui rassemble des lois françaises relatives au patrimoine ainsi qu'à certains services culturels. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. En tout cas, profitez bien des journées du patrimoine ce week-end, comme de tous nos monuments et sites historiques et culturels tout au long de l'année, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.